L'un des grands enjeux du déconfinement à venir sera de tester un maximum d'individus. Plus on testera, plus on pourra contenir le risque de Covid-19 avant que celui-ci ne nous échappe. Comme l'explique le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, We cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Cependant, comme vous en avez sans doute déjà entendu parler, le problème est qu'il y a une pénurie de tests. On manque de capacité à tester, en tout cas à tester par PCR, qui semble être à l'heure actuelle la seule manière de déterminer avec grande crédence si un individu est contagieux et s'il doit être isolé. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des chiffres fiables sur la capacité de test, mais à en croire cette publication de l'Institut des politiques publiques ou ces données de World in Data, il semble y avoir autour de 100 000 tests de Covid-19 en France par semaine et 30 000 en Suisse. Avec 100 000 tests par semaine en France, on ne peut pas tester tout le monde. Il semble même difficile de tester tous ceux qui ont des symptômes. Cependant, de nombreux efforts sont mis en œuvre pour augmenter la capacité des tests et certains espèrent atteindre une capacité de 500 000 tests par semaine pour le déconfinement. Test, test, test. Voilà qui sera sans doute indispensable pour avoir une chance de conserver RT en dessous de 1, y compris en déconfinement, même s'il me semble qu'il faut être méfiant vis-à-vis de ce chiffre, et au moins envisager le cas où il ne serait possible d'effectuer que, par exemple, 300 000 tests par semaine le 11 mai, et pendant les longues semaines, voire les mois qui suivront. Cependant, même 500 000 tests par semaine risquent d'être insuffisants, voire même très insuffisants, en tout cas si on ne s'appuie pas sur d'autres solutions. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, isoler les individus symptomatiques ne suffira pas. Le grand défi posé par la Covid-19, c'est que, en temps normal, près de la moitié des contaminations semblent être pré-symptomatiques. Pire encore, plus les interventions sur les symptomatiques seront efficaces, plus la part de contamination pré-symptomatique augmentera. Et donc, plus il sera important de tester les individus pré-symptomatiques pour leur demander de se mettre en quarantaine s'ils sont positifs à la Covid-19. Test, test, test. En ce moment, il y a autour de, disons, 20 000 nouveaux cas confirmés par semaine. Cependant, vu la pénurie de tests et le problème des pré-symptomatiques, ce chiffre est certainement une grave sous-estimation. Il y a sans doute plusieurs dizaines de milliers de nouveaux cas contagieux par semaine, y compris des cas pré-symptomatiques. Malheureusement, chaque semaine, identifier une fraction non négligeable des dizaines de milliers d'individus pré-symptomatiques en particulier est un défi monumental. Ces individus sont similaires à une tumeur qui se propage avant que quiconque ne sache que le patient a une tumeur. Ils peuvent alors causer des dégâts terribles et l'on pourrait s'en rendre compte seulement des semaines plus tard. En particulier, ces individus pré-symptomatiques permettront probablement au virus de se propager à un rythme exponentiel si aucune intervention efficace sur ces individus n'est préparée. On risquerait alors un second confinement avec tous les risques socio-économiques et sanitaires horribles qui l'accompagnent. Dans ce contexte, il est urgent d'identifier les cas suspects d'individus potentiellement pré-symptomatiques. Pour y arriver, toutefois, il semble qu'un minimum de surveillance sera indispensable, tout comme surveiller un minimum les risques de tumeurs chez des patients à risque est indispensable. Par chance, il n'est toutefois peut-être pas nécessaire de violer trop gravement les données personnelles des citoyens, par exemple via des applications comme DP3T. Et pour plus de détails sur DP3T, je vous renvoie vers cette vidéo. Bien qu'imparfaite, cette solution DP3T pourrait permettre d'identifier les risques de contamination en traçant les contacts des personnes positives à la Covid-19. Voilà qui aiderait à notifier les personnes qui pourraient être pré-symptomatiques et contagieuses et ensuite prioriser ces personnes dans les tests de Covid-19 et ainsi maximiser l'efficacité des tests en nombre limité. Cependant, le risque de Covid-19 mesuré par le contact tracing sera lui-même sans doute insuffisant pour distinguer suffisamment correctement les vrais cas de Covid-19 des fausses alertes. Après tout, même parmi les individus symptomatiques, en France, sur 10 individus testés, d'après ces données, seulement 2 ou 3 sont positifs. Le taux d'individus positifs parmi les individus à risque identifiés par le contact tracing sera probablement bien plus faible, surtout si on veut tester tout individu dès qu'il est un peu à risque pour manquer aussi peu que possible des cas probables de contagion pré-symptomatique.
Supposons que le taux de Covid-19 parmi les individus identifiés comme étant à risque soit de, disons, une personne sur 20. Chaque semaine, pour détecter 50 000 nouveaux individus infectés parmi les individus identifiés à risque cette semaine-là, il faudrait alors effectuer 20 fois 50 000, qui est égal à 1 million de tests. Test, test, test. Ainsi, même avec le contact tracing, 500 000 tests seraient très insuffisants. Et encore, là j'ai supposé qu'on disposait d'un contact tracing efficace et très adopté par la population française. Sans contact tracing, il semble que détecter une fraction non négligeable des cas de Covid-19 présymptomatiques soit désespéré. À moins peut-être de réussir à dépister beaucoup plus de cas sans tester plus. Le problème de la rareté des tests est en fait un problème étudié depuis plusieurs décennies par les mathématiciens qui ont proposé des solutions pour augmenter le dépistage sans augmenter le nombre de tests en exploitant des tests dits groupés. Tout a commencé avec une note de Robert Dorfman pendant la Seconde Guerre mondiale pour dépister davantage de cas de syphilis avec un nombre limité de tests. Le problème a ensuite été généralisé, notamment par Shu Xiong Lee en 1962, qui lui a donné une saveur beaucoup plus mathématique et peut-être également un peu moins pratique. Plus récemment, en l'an 2000, Du et Wang ont publié un livre qui compile des décennies de travaux sur le sujet et qui présente de nombreuses applications au-delà du domaine médical. Et puis, au cours des dernières semaines, plusieurs travaux ont appelé à l'application des idées de Dorfman, Lee, Du et Wang aux tests de Covid-19 après en avoir vérifié la faisabilité clinique. TLDR, en appliquant des méthodes tout à fait raisonnables, il est possible de dépister 2 à 3 fois plus d'individus dans le cas d'une population à 5% de risque. Les outils de test groupés deviendront encore plus efficaces s'il s'agit de tester une population ayant seulement 1% de risque avec un x7 du nombre d'individus testés. On pourrait même atteindre du x30 ou du x40 si jamais on voulait tester chaque semaine toute la population française en s'appuyant sur des tests groupés. 2 millions de tests par semaine pourraient alors être suffisants pour pouvoir tester chaque semaine tous les citoyens français. Même si bien sûr ça poserait d'autres problèmes, notamment des problèmes d'ordre logistique. Test, test, test. Avant d'aller plus loin, je vais même vous présenter la solution que je préconiserais, en tout cas en l'état actuel de mes connaissances. Notamment car cette solution est à la fois très efficace, mais aussi et surtout remarquablement simple. Appelons P la probabilité de Covid-19 dans une population donnée. Pour tester les individus de cette population, on forme d'abord des groupes de taille environ 1 sur racine carrée de P. Donc si P est égal à une personne infectée sur 20 dans la population des individus identifiés, par exemple par le contact tracing, alors il s'agirait de former des groupes de taille environ racine carrée de 20. Bon, les groupes doivent être un nombre entier, donc par exemple ici on peut prendre des groupes de taille 5. On collecte alors un échantillon de chaque individu du groupe qu'on met disons dans un tube à essai. On collecte un demi-échantillon de chaque tube à essai et on mélange ce qu'on a obtenu. On teste alors le mélange, par exemple avec un test PCR. Si le résultat du test est négatif, alors tous les individus du groupe sont négatifs. On peut donc garantir à tous ces individus qu'ils sont négatifs en n'ayant utilisé qu'un seul test pour 5 personnes. Sinon, si le résultat est positif, alors on teste chaque individu du groupe séparément. On aura alors effectué 6 tests PCR au lieu de 5. Cependant, la probabilité qu'on ait besoin d'effectuer ces tests individuels est alors de 1 moins P puissance 5 qui est égal à 23%. Donc 77% du temps on effectue un seul test alors que 23% du temps on en effectue 6. En moyenne, on aura effectué 2,1 tests pour dépister 5 individus. C'est 2,3 fois moins que si on avait fait directement des tests individuels. Voilà qui nous permet donc de tester 2,3 fois plus de personnes avec le même nombre de tests. Et donc de tester plus d'1 million d'individus par semaine avec seulement 500 000 tests par semaine. Ça fait une énorme différence. Test, test, test. La stratégie qu'on vient de présenter est l'algorithme que Dorfman a introduit dans son article de 1943. C'est un algorithme qui a l'avantage d'être très simple à comprendre, à expliquer et sans doute aussi à effectuer en pratique. Bon, alors bien sûr, il y a quelques précautions à prendre pour l'application en pratique et j'avoue que les sciences expérimentales, c'est très loin d'être ma zone de confort et j'ai du mal à oser donner moi-même des recommandations. Cependant, cet article semble discuter très judicieusement des risques et suggère fortement que cette procédure est vraiment applicable
en pratique. Dès lors, il me semble important d'au moins envisager l'application des tests groupés pour les cas peu probables de Covid-19. Appliquer les tests groupés pourrait peut-être grandement modifier notre capacité à contenir la pandémie actuelle et en particulier les contaminations pré-symptomatiques. L'algorithme de Dorfman est techniquement légèrement différent de celui que j'ai présenté. En effet, plutôt que de prendre des groupes de taille k est égal à 1 sur racine carrée de p, on peut optimiser encore un peu plus la valeur précise de k. Pour cela, en appelant grand N le nombre total d'individus à tester, on peut remarquer que le nombre de tests groupés qu'il y aura à faire est égal au nombre de groupes qui est égal à n divisé par k. Ainsi, la première étape de l'algorithme de Dorfman qui consiste en ces tests groupés comporte T1 est égal à n divisé par k test. La seconde étape consiste à traiter individuellement les groupes positifs. On a vu que la probabilité qu'un groupe soit positif est la probabilité qu'au moins un individu du groupe est positif. En supposant ces probabilités indépendantes, la probabilité d'un groupe positif est alors 1 moins 1 moins p puissance k. Si un groupe est positif, alors il faut tester tous les individus du groupe, ce qui fait k-test. Comme ce raisonnement est valable pour chaque groupe, pour obtenir le nombre moyen de tests dans cette seconde étape, il faut multiplier tout ceci par le nombre total de groupes. Ainsi, le nombre moyen de tests pour la seconde étape sera T2 qui est égal à 1 moins 1 moins p puissance k fois n divisé par k qui est égal à 1 moins 1 moins p puissance k fois n. Ainsi, le nombre total de tests est T est égal à T1 plus T2, qui est égal à n divisé par k, plus 1 moins p puissance k fois n. Et en particulier, le nombre moyen de tests par individu testé est égal à T divisé par n, qui est égal à 1 sur k, plus 1 moins p puissance k. Il se trouve que k est égal à 1 divisé par racine carrée de p donne un bon score pour le nombre moyen de tests par individu. Mais on peut chercher à mieux optimiser ce score. Malheureusement, il n'y a pas de jolie formule pour y arriver, mais un programme informatique y arrivera très bien en pratique en fonction de la valeur de P, même s'il n'y a pas énormément à gagner à optimiser vraiment la valeur de K. Juste pour se rendre compte de l'efficacité des tests groupés, voici quelques estimations de ce qui pourrait être fait, peut-être même dès à présent. Pour l'instant, seuls des individus symptomatiques ou à fort risque sont testés. C'est pourquoi de nos jours, environ un test sur 5 est positif. En appliquant un test groupé de Dorfman avec k égale 3 individus par groupe, on augmente de 22% le nombre d'individus dépistés par test. C'est déjà non négligeable. Avec 100 000 tests par semaine, on pourrait dépister 122 000 personnes. Mais maintenant, si P est égal à une personne sur 10, la taille optimale serait k égale 4 et on dépisterait alors 168 000 personnes avec 100 000 tests. Si P est égal à une personne sur 20, comme on l'a vu, la taille optimale est k égale 5 et on dépisterait 235 000 individus. Enfin, si P est égal à une personne sur 100, la taille optimale est k égale 11 et elle permettrait de dépister 510 000 individus avec 100 000 tests. Il est toutefois possible de faire mieux que l'algorithme de Dorfman. Pour y arriver, Lee, pas les, je ne suis pas en train de parler de moi-même, Lee donc a proposé une généralisation très naturelle de l'algorithme de Dorfman qui consiste en S étapes au lieu de 2. Alors, en pratique, il semble peu utile de considérer les cas où S est vraiment très grand, qui posent toutes sortes de problèmes pratiques additionnels et qui ne font pas gagner tant que ça. Cependant, le cas S égale 3 demeure très intéressant, notamment si la probabilité P d'un cas positif est très faible, ce qui arrivera si on veut tester une grosse partie de la population. Dans une première étape, cette fois, on va considérer des groupes de taille K1 est égal à 1 divisé par P puissance 2 tiers. Si P est égal à 1%, on aura alors K1 est égal à 21. Comme précédemment, on teste les K individus du groupe de manière groupée et donc avec un seul test. Si le test du groupe est négatif, alors les K1 individus sont négatifs à la Covid-19. Dans une seconde étape, on regroupe les individus des groupes positifs et on forme cette fois des groupes de taille K2 est égal à 1 divisé par P puissance 1 tiers. Si P est égal à 1%, ça nous fait K2 est égal à 5. On effectue alors un test groupé pour chaque groupe de 5 individus. Si le test est négatif, alors les 5 individus du groupe sont négatifs à la Covid-19. Enfin, dans une troisième étape, on teste individuellement tous les échantillons des individus restants. Notez que le nombre moyen de tests par individu correspond désormais à une formule un peu plus complexe, à savoir la formule à l'écran. Encore une fois, les quantités K1 est égal à 1 divisé par P puissance 2 tiers et K2 est égal à 1 divisé par P puissance 1 tiers ne sont pas optimales, mais elles sont très bien en pratique et peuvent d'ailleurs être justifiées par l'analyse du pire cas faite par Lee.
Quoi qu'il en soit, dans le cas P est égal à 1%, K1 est égal à 21 et K2 est égal à 5, l'algorithme du test groupé à 3 étapes de Lie permet un nombre de tests moyens par individu égal à 0,13. Autrement dit, ce test à 3 étapes permettrait de tester 7,7 fois plus d'individus qu'un test individualisé. C'est assez nettement mieux qu'un test groupé à 2 étapes qui nécessiterait 0,2 tests par individu, soit 5 fois plus d'individus testés qu'un test individualisé. Le test à 3 étapes dépiste ainsi 50% d'individus en plus que le test à 2 étapes. Mieux encore, l'efficacité d'un test à 3 étapes est d'autant plus marquée que la proportion d'individus positifs est faible. Typiquement, pour tester chaque semaine l'ensemble de la population française, soit 70 millions d'individus, en supposant, disons, 70 000 nouveaux cas par semaine, on aurait alors P est égal à 0,1%. Donc le test à 3 étapes consisterait en K1 est égal à 100 et K2 est égal à 10, ce qui permettrait alors de dépister 34 individus par test. Il suffirait alors de seulement 2 millions de tests par semaine pour tester toute la population française chaque semaine. Je dois bien dire que ce résultat, il m'a un peu mind blown. A contrario, le groupe à 2 étapes nécessiterait de faire des groupes de K est égal à 34 individus, ce qui permettrait de dépister 16 individus par test. C'est beaucoup mieux que des tests individualisés, mais ça reste 2 fois moins que le test à 3 étapes. Dans ce cas, il faudrait 4 millions de tests par semaine pour tester tout le monde chaque semaine. L'algorithme de Lie à 3 étapes serait en fait efficace même avec des tests moins invasifs. Avec 100 000 tests, si P est égal à une personne infectée sur 10 parmi les personnes dépistées, avec K1 est égal à 7 et K2 est égal à 3, on dépisterait 177 000 individus. C'est presque 10 000 individus de plus que si on applique l'algorithme de Dorfman. Si P est égal à une personne sur 20, avec K1 est égal à 9 et K2 est égal à 3, on dépisterait 274 000 individus. Enfin, comme on l'a vu, si P est égal à une personne sur 100, avec K1 est égal à 24 et K2 est égal à 5, on dépisterait 769 000 individus, soit près de 260 000 individus en plus qu'avec l'algorithme de Dorfman. Mieux encore, si on fait reculer la Covid-19, on pourrait avoir seulement peut-être 10 000 nouveaux cas par semaine, auquel cas la probabilité P d'avoir la Covid-19 pour la population globale serait de 1 sur 7 000. L'algorithme de Dorfman est optimal pour K est égal à 85 et dépisterait environ 4 millions d'individus avec 100 000 tests. Mais l'algorithme de Lie à 3 étapes avec K1 est égal à 370 et K2 est égal à 20 ferait beaucoup mieux, puisqu'il dépisterait 12,4 millions d'individus. 500 000 tests seraient suffisants pour dépister quasiment l'entièreté de la population française. À terme, si le nombre de nouveaux cas descend en dessous de 10 000 et s'il est possible de faire des tests groupés avec plusieurs centaines d'échantillons d'individus différents, alors le dépistage hebdomadaire total de la population pourrait devenir une option vraiment envisageable. Notez que si on en arrive là, alors le contact tracing ne sera probablement plus nécessaire. Investir très massivement dans le dépistage systématique à très grande échelle pourrait suffire à assurer un confinement sécurisé. Test, test, test. Toutefois, ces tests hebdomadaires pourraient être considérés eux-mêmes très invasifs, surtout si on veut certifier qu'une majorité écrasante de la population aura été testée toutes les semaines, ce qui semble être une condition sine qua non à l'efficacité d'une approche sans contact tracing. Mais surtout, produire des millions de tests par semaine ne semble malheureusement pas très réaliste dans les mois qui viennent, même si j'espère personnellement que des moyens vraiment importants seront dépensés dans l'augmentation de la capacité à tester. Nos modèles jusque-là reposent toutefois sur certaines hypothèses qu'il est possible d'affiner. En premier lieu, il y a le problème de la précision des tests. Malheureusement, les tests PCR ne sont pas parfaits et il faut s'attendre à des faux positifs, ce qui n'est pas nécessairement si dérangeant, mais aussi à des faux négatifs, ce qui est peut-être plus gênant. D'après cette analyse de Find, la sensibilité du test, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un test positif sachant qu'on a la Covid-19, est proche de 100%. Cependant, les intervalles de confiance sont souvent de la forme 93%, 100%, ce qui suggère que les tests pourraient avoir un taux de faux négatif de 0 à 7%. Si ce taux est de 5%, alors un individu sur 20 ayant la Covid-19 risque de recevoir un résultat négatif et donc de baisser sa garde à tort.
et ça peut être très préoccupant puisque certains suggèrent un taux de faux négatifs allant jusqu'à 30% pour des tests pourtant individualisés. En fait, suite à des discussions privées avec des gens plus ou moins du domaine, il semblerait que la principale cause des faux négatifs soit des erreurs de manipulation ou des collectes d'échantillons ratés. Dans le cas des fausses manipulations, alors il est peut-être possible que des tests groupés pourraient diminuer le taux de faux négatifs puisqu'ils diminuent aussi le nombre de tests à effectuer par personne. Dans le cas des erreurs par mauvaise collecte d'échantillons, qui se comprend vu à quel point c'est difficile d'aller chercher les échantillons à tester, les tests groupés n'augmentent pas le risque de faux négatifs. Ainsi, il semble que les tests groupés pourraient peut-être être prometteurs, y compris vis-à-vis du risque de faux négatifs. Quoi qu'il en soit, il semble important d'au moins envisager le risque que 5%, voire davantage des tests sur des individus positifs à la Covid-19 donnent malencontreusement des résultats négatifs. Alors, est-ce grave ? Eh bien, il faut comparer ce taux d'erreur du test au taux d'erreur global dans la détection des individus contagieux. Si on loupe tous les individus présymptomatiques, par exemple car le contact tracing n'est pas ou peu adopté, alors la moitié des individus contagieux pourraient avoir baissé leur garde eux aussi. En un sens, le problème des présymptomatiques semble 10 fois plus préoccupant que le cas des tests négatifs. Alors, ceci dit, on pourrait avoir un problème grave si, en faisant des tests groupés, le taux de faux négatifs augmentait radicalement. Il s'agit en effet d'un problème auquel il est crucial de prêter attention, surtout si on commence à faire des groupes de 100 individus. D'après cet article de l'Institut des politiques publiques, les premières données suggèrent que le risque des faux négatifs dans les tests groupés ne semble pas si important que cela, même s'il faut rester très prudent vis-à-vis de ce risque. Bref, avant de grouper les tests, il faut tester les tests groupés. Et pour accélérer ça, peut-être qu'il faut utiliser des tests groupés pour tester les tests groupés. Hashtag méta. Une autre hypothèse importante faite par notre modèle est que les individus ont une même probabilité d'avoir la Covid-19 et qui est indépendante des probabilités des autres individus. Eh bien, bonne nouvelle, en exploitant davantage les particularités des individus ainsi que la corrélation entre la santé par exemple d'individus qui vivent dans le même foyer, il est possible d'augmenter l'efficacité des tests groupés. D'une certaine manière, on a déjà exploité les différences a priori entre individus. Ainsi, un individu avec des symptômes prononcés, qui semble avoir une probabilité supérieure à 25% d'avoir la Covid-19, devrait en fait être testé directement, individuellement. Les individus dont les symptômes sont moins prononcés et dont on estime la probabilité d'avoir la Covid-19 à quelque chose entre 10 et 25% pourraient être testés par groupe de 3. Ceux qui ont une probabilité entre 1 et 10%, peut-être par exemple car ils ont été identifiés par le contact tracing, pourraient eux être testés par groupe de 6. Enfin, le reste de la population pourrait être testé avec l'algorithme de Lee à 3 étapes. Par ailleurs, il est plus judicieux de regrouper dans le même test groupé des individus qui ont une probabilité importante d'être tous positifs ou tous négatifs. Typiquement, les individus d'un même foyer ou les collègues d'un même bureau devraient être testés en même temps car le fait qu'un de ces individus a la Covid-19 augmente la probabilité qu'un autre individu du même groupe l'a lui aussi. En fait, en fonction de la force de corrélation entre les individus du groupe, un test groupé de plus grande taille devrait alors être envisagé, car il est alors plus probable que tous les individus du groupe soient tous négatifs. Dans le cas extrême d'une population avec des foyers de cas est égal à 20 individus, où pour chaque foyer, soit personne n'est infecté, soit tout le monde est infecté, et en supposant que le risque individuel est de 5%, alors en testant chaque foyer de manière groupée, le nombre moyen de tests par individu à effectuer sera de 1 sur K plus P, qui est égal à 0,1. L'efficacité de tels tests groupés serait alors de x10 contre seulement x2,3 dans le cas de tests groupés pour des groupes aléatoires de taille K égale 5. Alors là, c'était un cas extrême de corrélation. En pratique, il s'agit de trouver un juste milieu dans la taille du groupe en fonction de la proximité entre les individus du groupe. Malheureusement, mesurer ceci n'est pas facile et il n'y a pas de jolie formule pour choisir la taille optimale des groupes à tester. Là encore, le contact tracing combiné à des algorithmes d'analyse de données plus sophistiqués pourrait être très utile pour dépister plus en testant moins. On a vu aujourd'hui que les tests groupés semblent être une approche très efficace pour augmenter le dépistage sans augmenter le nombre de tests, surtout quand il s'agit de tester des populations dont la probabilité d'avoir la Covid-19 est faible. Voilà qui semble critique, sachant qu'un déconfinement sécurisé nécessitera très probablement le dépistage massif d'individus sans symptômes.
En effet, comme on l'a vu dans un épisode précédent, les contaminations par des individus présymptomatiques représentent une part importante des contaminations par Covid-19 et ce sera sans doute encore plus le cas si les individus symptomatiques sont mis rapidement en quarantaine. Dans ce contexte, toute astuce capable d'augmenter significativement le nombre de personnes dépistées est bonne à prendre, surtout si l'astuce est simple à mettre en œuvre. Or, on a vu que les tests groupés étaient très simples et qu'ils pouvaient doubler, voire parfois décupler, le nombre de personnes dépistées avec le même nombre de tests. We cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de rentrer un peu plus dans les mathématiques des tests groupés pour mieux comprendre ce qui peut être fait avec ces techniques. Et en particulier, j'aurais vraiment adoré vous parler davantage de l'entropie de Shannon. Bon, si j'ai le temps et si je me motive, je serais peut-être de faire un YouTube Live ou quelque chose comme ça pour en parler. Cependant, à moins d'effectuer des millions de tests par semaine, les tests groupés ne suffiront probablement pas à dépister chaque semaine une majorité de la population. Pour espérer contenir la pandémie sans recourir à un confinement, d'autres mesures drastiques semblent nécessaires, notamment pour identifier plus efficacement les individus sans symptômes à risque. À l'instar de ce qui a été fait en Corée du Sud, il semble qu'une voie de sortie sécurisée du confinement nécessitera des outils de test et de contact tracing très optimisés. Il semble possible, peut-être même probable, que ce ne sera qu'à cette condition que la majorité de la population pourra enfin retrouver durablement ses libertés de circulation et que l'économie pourra empêcher la faillite de nombreuses entreprises et le licenciement de millions d'employés.